Voilà tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real après le match nul du Real Madrid qui s'est fait égaliser dans les derniers instants par Correa contre l'Atlético dans un derby houleux qui a connu une interruption, un but dans les arrêts de jeu, un carton rouge. On va parler de tout ça. Pour cela, malheureusement, c'est pas Pablo pour le débrief aujourd'hui, mais heureusement parce que c'est quand même Tanguy qui m'accompagne et ça reste quelque chose de magnifique, même s'il y en a certains qui disent des donde sta Pablo en commentaire. Bah, c'est Tanguy aujourd'hui à nouveau et c'est un grand plaisir de t'accueillir à nouveau Tanguy pour parler de ce match à événement, à rebondissement. Plaisir partagé, Guillaume. Il y a plein de choses à dire ce soir. Bah écoute, question très simple, très large. Je te laisse aller là où un petit peu t'as envie d'aller. Qu'est-ce que t'as pensé de cette rencontre? Une rencontre mémorable, mais pour de très mauvaises raisons. On va y venir, hein, évidemment. Cette interruption de jeu suite à des jets de projectiles sur Thibaut Courtois. J'ai envie de parler de ça d'abord parce qu'il y a des choses qui sont peut-être plus importantes que le football. Aujourd'hui, certains supporters, si on peut utiliser ce terme, attention, parce que pour moi, ce ne sont pas des supporters de football, ont dépassé les bornes, ils sont allés beaucoup trop loin et c'est assez historique puisque ça arrive pas souvent comme ça qu'un match soit interrompu pour 10 minutes. On rappelle la règle, hein, si un nouveau projectile atterrissait sur la pelouse suite à l'interruption, c'était finito, c'était arrêt du match total. Et tapis vert, je Donc, encore crois, une hein, fois, dans la règle. et oui, 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 je crois, Et je crois que maintenant les règles ont changé, et que la FIFA ou l'UEFA a changé ses règles et que c'est tapis vert désormais, en cas de défaite sur, récidive dans le même match. Ouais. ouais, défaite sur tapis vert, le protocole est très clair pour l'équipe fautive. Donc, c'est inadmissible de voir ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est malheureux. On a vu quand même certains joueurs de l'Atlético aller essayer de calmer leurs supporters. On a vu aussi Diego Simeone tempérer les choses, mais voilà, c'est extrêmement regrettable et personne ne veut voir ça aujourd'hui sur un terrain de football. Je passe ce message, même si je sais que certains supporters n'entendront jamais raison. Mais voilà, c'est extrêmement mauvais pour l'image du football en général et pour l'image évidemment de la Liga. Et je pense que tu ne peux qu'être raison avec cet avis. Je suis évidemment totalement d'accord avec toi pour condamner ces jets de projectiles. Par contre, j'ai envie de saluer l'excellente gestion de l'arbitre, de Cholo Simeone, des joueurs de l'Atlético, l'excellente réaction en fait de tout le monde qui était sur le rectangle vert à ce moment-là. L'interruption a duré seulement 10 minutes, ce qui est une bonne nouvelle par rapport à ce qu'on aura pu voir, ce qu'on a pu voir notamment, on se rappelle de la bouteille d'eau sur Payet à l'époque Lyon-Marseille. Là, l'interruption a duré 10 minutes. L'arbitre n'a pas hésité, a fait son choix. La première fois qu'il arbitrait le Real Madrid, la première fois qu'il arbitrait un match de ce niveau-là. L'arbitre qui s'appelle Busquets d'ailleurs, et qui a du coup fait un excellent travail sur ce moment-là. Et pareil, la réaction, moi je trouve, des joueurs et du Cholo d'aller parler au capot de la tribune incriminée, bah écoute, c'est la bonne réaction. Ils ne sont pas cachés, ils sont pas cachés derrière. C'est pas normal d'arrêter le match pour trois sandwichs et deux briquets lancés sur Courtois, des choses comme ça. Ils sont pas cachés derrière ça. Ils ont trouvé ça également inadmissible et ils y sont allés. Et ça fait plaisir parce que je trouve que tous les acteurs qui étaient sur le rectangle vert ont bien réagi, contrairement au comportement qu'on a pu voir en tribune. Oui, oui, tout à fait. L'arbitre a pris ses responsabilités. C'est assez rare pour être souligné. Et je trouve qu'effectivement, il a eu la bonne réaction. Les 22 acteurs également. Et puis, bon, c'est vrai qu'on a retrouvé une atmosphère assez correcte quand les joueurs sont revenus sur la pelouse. Donc voilà. Parenthèse fermée, mais on ne veut plus revoir ça cette saison en Liga. C'est vraiment intolérable. Et d'ailleurs, je suis pas contre saluer la prestation de l'arbitre qui a en tout cas gardé le contrôle du match pendant très longtemps, jusqu'à un mauvais geste de Llorente en toute fin de rencontre. Mais il a gardé le contrôle d'un derby qui était clairement sous haute tension, avec une interruption jusqu'à là à 95 ou 96e minute. Et on peut le féliciter pour ça, même si certaines décisions arbitrales à pointer du doigt sur une telle action. Il y a toujours à discuter dans tous les cas dans le football. Mais en tout cas, globalement, j'ai trouvé sa prestation bonne. Et donc, on peut clairement le féliciter pour ça. Maintenant, on va parler football, on va parler terrain et on va parler Carlo Ancelotti. Ah, c'est le sujet numéro un qui ressort de ce derby quand on parle terrain. C'est les changements de Carlo Ancelotti. Deux changements à la 87e, un à la 90e et surtout la sortie de Rodrigo et de Vinicius Junior pour Vasquez et Fran Garcia. Très simple, Carlo Ancelotti est passé sur une défense à 6 en fin de match. Un 6-3-1 des grandes heures de l'Atlético contre Manchester City, notamment en Ligue des Champions ces dernières années. Et donc,
Carlo Ancelotti a encore fait le choix du Cholismo face à l'Atlético. C'est la deuxième fois sur les deux derniers derbys, puisque rappelle-toi l'entrée de Ceballos autour de la 75e minute au derby précédent au Bernabéu, alors que le Real fait un excellent match, mène 1-0. Le match finit 1-1 à la 90e. Et bah là, ce soir, le match finit 1-1 à la 95e. C'est rebelote. Et c'est quelque chose qu'on a presque pressenti au moment des changements que. Voilà, et je te laisse en parler, mais terrible de la part de Carlo Ancelotti. Oui, 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 parce qu'il réédite ses mêmes erreurs et on a presque l'impression qu'il a peur de gagner finalement en voulant aligner comme ça six défenseurs en se reniant parce que finalement la tactique qu'il avait proposée tout au long de la rencontre, elle était plutôt bonne. On va pas se mentir, on a assisté quand même à un match assez insipide en termes de rendement technique et même physiquement, c'était pas très beau à voir. Mais en tous les cas, on a l'impression que en fait, c'est ça, il fait rentrer Lucas Vasquez et Franck Garcia, alors que finalement, on attendait peut-être même plus Arda Güler pour un petit peu prendre le contrôle de la partie, poser le pied sur le ballon. Et finalement, il est pris à son propre piège, Carleto, parce que à trop vouloir, et c'est toi qui l'as écrit dans tes notes, à trop vouloir accumuler comme ça les défenseurs et faire sortir des joueurs comme Luka Modric qui n'était pas spécialement cramé ce soir. En fait, il dénature son équipe, il dénature sa tactique et il foule au pied son ossature qui voilà, qui s'éparpille et finalement il désoriente ses joueurs et ce soir, voilà, c'est pas pour rien que André Correa il parvient à égaliser à la toute dernière seconde quasiment sur une gestion de la profondeur d'Antonio Rudiger qui peut-être laisse à désirer. Mais voilà, son équipe est déstabilisée ce soir à la toute fin et c'est fortement regrettable. Surtout que moi j'ai un mot pour qualifier la prestation du Real Madrid et même un mot pour qualifier cette rencontre, c'est structure. J'ai trouvé les deux équipes très bien en place, j'ai trouvé le pressing du Real Madrid très bien animé. Rodrigo n'a pas du tout été inspiré dans les duels ou même avec ballon. Je crois qu'il remporte zéro duel et il réussit zéro dribble hein, pour dire. Donc c'est quand même famélique comme statistique. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il orientait très bien son vis-à-vis au pressing, que Vinicius faisait les efforts peut-être même plus que d'habitude encore aujourd'hui. Bellingham sur son côté gauche et Valverde sur son côté droit, pareil, pressé excellemment bien. Et en fait, toute cette structure, ce côté compact, même le Real a quand même bien gêné la relance de l'Atlético, même si c'est pas une équipe qui est connue que pour ses qualités de relance, ça a beaucoup gêné, ça a forcé l'équipe à balancer sur Sorloth plusieurs fois en première mi-temps notamment. Et il a renié totalement ça à la 87e, Carlo Ancelotti, pour mettre un bloc bas défense à 6. Et puis bah, les équipes qui ont l'habitude de finir les matchs en bloc bas, je pense directement à une équipe que je regarde beaucoup, et vous le savez, c'est Arsenal. Arteta a l'habitude de passer en 5-3-2 en fin de match, mais l'équipe travaille ça et a l'habitude de défendre en bloc bas. Là, le Real Madrid, c'est une équipe qui a su le faire à défendre en bloc bas face à City, mais dans un contexte différent et avec une préparation de match. Là, je pense pas que la préparation était derrière à ce point-là. Je pense pas qu'Ancelotti avait prévu de faire une défense Vasquez, Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy, Garcia sur les 5-7 dernières minutes au Civitas Metropolitano. Et donc, eh ben, ça a donné malheureusement ce résultat et ce côté trop frileux, en fait. Et quand ça fonctionne, surtout que l'équipe n'était pas nécessairement plus inquiété que ça après le premier but. Tu vois, il n'y avait pas l'Atlético qui poussait avec un besoin d'un dernier défenseur. Et en plus, tu rajoutes des latéraux, c'est-à-dire que Carvajal revient dans l'axe, il est aussi un peu moins grand que ses vis-à-vis. Et puis tu vois Carvajal qui est un peu dans un entre-deux sur le but entre Vasquez qui est complètement sur la ligne. Et en fait, il fait pas grand-chose sur l'action. Alors, c'est pas à lui, hein, c'est Rudiger et Militao, les fautifs sur le but de Correa. Mais tu vois Carvajal qui juste flotte là un peu et qui sert un peu à rien parce que en face, ils n'ont pas mis six attaquants non plus, hein. Ils n'ont pas mis cinq ou six attaquants en face non plus côté Simone. Donc voilà, terrible erreur de Carlo Ancelotti. Et pour moi, les deux points perdus par le Real Madrid ce soir sont de sa faute, même si le fait que le Real était devant est un peu à mettre au crédit aussi de sa préparation du derby qui était plutôt bonne. C'est ça qui est très contrasté avec ce que Carlo a proposé ce soir. Tout à fait. Et moi, ce que j'arrive pas vraiment à comprendre, tu l'as dit, c'est qu'il n'y avait pas non plus un vent de panique qui soufflait sur la Maison Blanche dans les dernières minutes. Il suffisait, bon, de garder le ballon, de faire circuler la balle et j'ai envie de dire, tout allait comme sur des roulettes et les trois points étaient dans la besace. Mais des fois, Carlo Ancelotti a sans doute ce besoin d'improviser aussi, ou en tout cas a voulu se rassurer en empilant les joueurs comme ça dans le secteur défensif. Et malheureusement pour lui et pour le Real Madrid, ça n'a pas marché ce soir. Et l'Atlético est parvenu
à inscrire ce but dans les ultimes instants. On va parler un petit peu de positif maintenant. Il y a quand même un point pris de la part du Real Madrid en terre hostile, terrain difficile. Un stade où ils ont perdu par 2 fois l'an dernier, en Coupe du Roi, en prolongation, si je dis pas de bêtises, et dans le temps réglementaire 3-1 en Liga, il y a un tout petit peu plus d'un an, puisque c'était le 24 septembre 2023. Et donc là, il y a un point pris, donc un résultat, on en parlera en fin de vidéo si le résultat est positif ou non. Mais en tout cas, il y a des performances individuelles qui ont été très intéressantes, à commencer celle de notre homme du match dans les notes du journal du Real avec Pablo, peut-être celle du tien aussi, Jude Bellingham. Oui, tout à fait. On s'est pas concerté et spontanément, on a sorti le même joueur, en l'occurrence Jude Bellingham aujourd'hui, qui a surnagé au milieu de terrain voilà, par sa faculté à tout le temps conserver le ballon, à gagner des mètres balle au pied et surtout finalement à, à briller techniquement. Sur ce match-là, je suis incapable de te sortir plus de 4 joueurs qui ont su nous éblouir par leur palette technique. Et pourtant, Bellingham est parvenu brillamment à s'imposer au milieu. Alors, il aurait peut-être plus pesé de manière plus significative, surtout dans le dernier tiers, la fameuse zone des crocodiles, comme l'appelle Omar Da Fonseca. Le problème, c'est voilà, il a brillé, mais peut-être dans une zone trop reculée, finalement, alors il occupait plutôt cette zone du numéro 10 en pointe haute du milieu en losange, comme la saison passée. Mais voilà, Bellingham, prestation très convaincante aujourd'hui. Euh, et, euh, et vraiment, on sent qu'il a véritablement lancé sa saison. Je suis d'accord avec toi sur l'aspect des 30 derniers mètres, c'est qu'on l'a vu être tellement juste dans son placement et tellement... enfin, il y avait un placement très strict sur le côté gauche dès que l'équipe perdait le ballon. Et je pense que ça a un petit peu... il savait que le plus important était peut-être de garder cette structure en 4-4-2 à la perte plutôt que de tout donner pour de jeter toutes ses forces dans la surface, même si on l'a vu sur un centre de Modric, notamment en première mi-temps, être en position de numéro 9. Mais on l'a un petit peu moins vu qu'on l'a vu l'an dernier, qu'on a pu le voir l'an passé être en position de numéro 9. Mais je pense que c'est les consignes d'Ancelotti qui ont été très claires et garder vraiment cette structure et ne pas laisser le jeu sur les ailes de l'Atlético fonctionner, puisqu'on sait que c'est une équipe qui sait utiliser la largeur, même si aujourd'hui c'était pas nécessairement l'intention côté Diego Simeone. On les avait vus très bien les tirer les Real Madrid la saison passée sur le même match en Liga il y a un an tout pile. Moi, j'ai envie de venir sur les performances de deux autres milieux de terrain. Je trouve que c'est là où il y a vraiment eu du contraste côté Real Madrid, là où il y a eu les meilleures performances et sans doute la pire. On continue avec le positif, Federico Valverde. C'est un homme d'impact et on lui met un derby, un ballon de derby dans les pieds. C'est un ballon où déjà d'habitude il va à 120% sur le ballon, bah là il y va à 150, 160%. On part sur des chiffres fous, mais c'est quelque chose. Federico Valverde, et encore plus dans ce type de match. Sur la lancée de son début de saison, il est tout simplement très bon, voire exceptionnel, n'ayons pas peur des mots. Le poumon du Real Madrid ce soir a encore une fois montré toutes ses qualités. Il a fait énormément de bien par sa faculté à dévorer les espaces, à toujours être bien placé au bon endroit au bon moment. Et aussi défensivement, il a couvert énormément de terrain. Donc encore une fois, j'ai envie de dire c'est peut-être l'homme du match côté Real Madrid avec Jude Bellingham. Et on a l'impression de se répéter à chaque match, mais Federico Valverde rend à chaque rencontre une copie extrêmement satisfaisante. Et c'est un gros point positif côté Real Madrid, alors que son compère Aurélien Tchouaméni, c'est beaucoup plus compliqué à ses côtés. Bah, je te laisse en parler, écoute. Vas-y sur Tchouaméni. Continue. J'allais j'allais te lancer, mais écoute, oui, oui, oui. Non, Tchouaméni, tu sais, ce qui est intéressant, c'est que cette semaine au Journal du Réal, sur notre site internet, on a eu un débat. Deux membres de notre rédaction ont débattu sur la possibilité qu'Aurélien Tchouaméni joue dorénavant et définitivement au poste de défenseur central, pour diverses raisons, parce que le Real Madrid n'a pas un nombre suffisant de défenseurs centraux aptes cette saison, mais aussi parce que finalement, peut-être que ce poste épouse mieux ses qualités. J'ai envie de te dire que le temps ne joue pas forcément en faveur d'Aurélien Tchouaméni pour ses prestations au milieu de terrain parce qu'encore une fois, ce soir, ce fut très compliqué. Je l'ai vu perdre un nombre incalculable de ballons. Je l'ai vu même sur 11. des interceptions. 11, voilà, tu as le chiffre précis. Et je l'ai vu surtout, même sur un de ses points forts, à savoir les interceptions. Je l'ai vu
de facto, il a intercepté des ballons, mais de suite les perdre finalement. Donc, à quoi cela sert? Pas à pas grand-chose. Et j'ai envie de te dire, Aurélien Tchouaméni, la plus-value d'Aurélien Tchouaméni aujourd'hui au poste de sentinelle, elle est quasiment inexistante. Et peut-être que quelqu'un d'autre ferait très bien le travail à sa place. J'anticipe un peu, on va en faire une vidéo très bientôt avec Pablo, sans doute demain, dès demain, sur Tchouaméni, sur est-ce que sa meilleure position, ce serait pas défenseur central? On voulait la sortir avant le derby, on s'est dit qu'attendre le derby pouvait être un bon étalon, notamment parce qu'il n'était pas là lors de la déroute de l'an dernier, voir si ça changeait quelque chose. Et je suis d'accord avec toi, il n'a pas fait un bon match aujourd'hui. C'est Tchouaméni n'a pas été mauvais défensivement, il y a quelques fois il est hors de position quand même, mais j'ai pas spécialement trouvé qu'il était un négatif défensivement. Le problème, c'est qu'il nous a habitués à jouer simple et propre. Alors, ok, et ben, il va pas nous faire des passes à la Toni Kroos, c'est pas nous faire des percées à la Valverde, voire même des percées à la Rudiger ou Militao sur certains matchs. Il va rester dans un rôle très simple, très épuré. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il a eu ce rôle-là, hein, il est que sur 2 longs ballons tentés sur la rencontre. Il a eu ce rôle très simple et très épuré, mais le problème, c'est qu'il rate 8 passes et qu'il perd en tout 11 ballons, donc 3 ballons perdus en plus dans le dribble au-delà des 8 passes ratées. Et c'est ça le problème, c'est un joueur décide de jouer simple, c'est qu'il ne doit y avoir quasiment aucun déchet à côté. Aujourd'hui, il décide de jouer simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de risque, il ne casse pas des lignes, il ne fait pas avancer de ballon, et en plus, il en perd, et il en perd des dangereux. Et ça, on ne peut pas avoir ce double chose. Soit tu décides de jouer simple et t'es propre, soit tu décides de prendre des risques, tu as le droit de prendre des risques, tu les prends et t'assumes derrière niveau placement, et t'assumes aussi avec le reste de l'équipe, parce que c'est toi qui prends les risques. Lui, il n'est pas censé les prendre, et pourtant, il arrive quand même à finir par perdre des ballons, et donc c'est une performance jusque moyenne de la part de Tchouaméni, et ce sera le sujet d'une longue vidéo. Donc on va arrêter de tomber sur le français pour le moment, on en parlera notamment de ce repositionnement de défense en centrale. C'est pour ça que je t'ai lancé sur Tchouaméni, parce que je te laisse donner ton avis avant que Pablo revienne prendre les rênes et donne le sien dans cette vidéo-là, et que même moi j'expose le mien plus longuement. J'ai envie de parler du but du Real Madrid. Ça permet de mettre 2 derniers joueurs en valeur sur les performances individuelles sur ce match. Vinicius Junior, déjà, qui a quand même fait plutôt un bon match, qui a été au rendez-vous malgré l'immense pression qui l'attend à chaque fois, on le sait, au Civitas Metropolitano. On rappelle quand même que c'est un stade où ils l'ont pendu il y a quelques années, Vinicius Junior, sous la forme d'un mannequin. Et on ne peut pas savoir l'effet que ça fait sur un gamin de... Il a quoi? Il a 24 ans, Vinicius? Si je dis pas de bêtises, on ne peut pas savoir l'effet que ça fait sur un homme, tout simplement, de voir ce genre de choses. Et c'est toujours particulier pour lui quand il revient au Civitas. Et bah, du coup, une passe décisive vers un match abouti. Et une passe décisive pour Militao, en plus, son coéquipier brésilien. Un match abouti, je suis assez d'accord, même si je l'ai trouvé plutôt discret aujourd'hui, Vinicius. Évidemment, il a déjà rendu de meilleures copies, mais c'est vrai que ce qu'il a apporté, c'est évidemment sa dose de créativité, ses percées sur son côté, où il colle la ligne, il attire les défenseurs sur son côté. Euh, mais voilà, après, c'est vrai que sur l'action du but de Militao, il y a rien à dire. Il mystifie le défenseur adverse et il adresse une merveille de centre, même si c'était peut-être pas destiné à Militao en première intention, mais voilà, on va lui laisser le bénéfice du doute. Mais une performance assez contrastée de Vinicius, mais plutôt correcte dans l'ensemble. Et pour ce qui est du défenseur brésilien Eder Militao, là aussi, un petit peu en clair-obscur, puisque sa gestion du cas Correa sur le but de l'Atlético, elle laisse quand même un petit peu à désirer. Il peut sans doute mieux faire sur ce cas-là, même si il a contré le ballon et il a failli empêcher la réalisation de l'Argentin. Mais pour ce qui est de son but, écoute, un missile Tao en l'occurrence. Mais non, il est très bien placé. On n'attendait pas à ce qu'il se trouve là et il a formidablement conclu cette action remarquablement initiée par Vinicius. C'est un match très difficile à noter, celui de Militao. On est tombé à 6 avec Pablo. Sachez qu'il était en discussion pour être homme du match avant le but. Il y a aussi beaucoup de déchets à la relance, hein. Je viens de retomber sur ses stats. Il y a quand même 11 passes ratées quand tu es défenseur central, ça fait mal. Et il y a du coup en tout 13 ballons perdus. Et ça fait quand même mal quand tu es défenseur central. Parce que pareil, la prise de risque reste limitée quand tu es dans cette zone-là, à ce poste-là, même si on sait que Militao envoie parfois quelques longs ballons. Il n'a pas été très précis dessus. Il a fait que 6 sur 12 ce soir. Il y a ça. Et puis il y a évidemment sur le but de Correa où bah, il touche. Un défenseur qui, quand en attaquant le dribble, touche la balle et la balle retombe sur l'attaquant.
c'est qu'il manque un petit truc. Après, il y a une part de chance, hein, on est bien d'accord. Mais à la 95e, tu as l'opportunité d'intervenir, de sauver les tiens. Tu as le pied, enfin, t'as le ballon qui touche ton pied, mais ça suffit pas. Bah, il y a une grande part de chance, mais il y a peut-être ce petit truc, ce petit supplément physique, supplément d'âme, quelque chose qui manque sur cette action, même si c'est très dur à dire. Et puis, bah, il y a ce duel perdu, quoi. Ça reste un duel perdu par Militao contre Correa sur le but, même si c'est pas l'erreur la plus claire menant à un but, et que même Courtois, Rudiger qui couvre, et Courtois sur sa sortie peuvent peut-être aussi à remettre en question sur cette action, bah, Militao également, et ça lui fait un match avec au moins en tout cas beaucoup de choses à revoir, beaucoup d'événements, et je pense aussi beaucoup de rythme cardiaque changeant pendant la rencontre, parce que il en a vécu des choses ce soir, Eder Militao. J'ai mentionné Thibaut Courtois. On va en parler rapidement, puisqu'on l'a vu être blessé en fin de rencontre. Je te laisse dire, Tanguy, ce que Carlo Ancelotti a potentiellement pu dire en conférence de presse, parce que je sais que tu l'as vu à ce sujet après le match. Et sinon, qu'est-ce qui a pu sortir autour d'une potentielle blessure chez Thibaut Courtois? Ouais, alors Carlo Ancelotti n'a pas dit grand-chose, mais effectivement, malheureusement, Thibaut Courtois a un problème musculaire. C'est ce qu'a annoncé Carlo Ancelotti en conférence de presse. Et visiblement, il passera des tests demain pour connaître l'étendue de sa blessure. Ce qu'on sait en tous les cas, c'est que de manière certaine, il a semble-t-il, une gêne au niveau d'une jambe, puisque à la fin du match, il ne pouvait même plus faire ses traditionnels dégagements. Il avait demandé à Valverde. Bon, évidemment, Valverde, pour lui, c'est une formalité. Il a envoyé le ballon quasiment au niveau de Yann Oblak. Mais voilà, mauvaise nouvelle pour Thibaut Courtois à suivre dans les prochains jours. Et peut-être l'occasion pour Andriy Lounine de s'illustrer pour la première fois de la saison. En l'occurrence, ça sera peut-être en Ligue des Champions face à Lille. On a vu l'illustre Iñaki Peña, numéro 2 du Barça, en action hier contre Osasuna. Je pense que tous les fans du Real Madrid sont bien contents de savoir que c'est Lounine qui prend la place de Courtois dans cette situation. Carlo Ancelotti, après le match contre Alaves, avait dit qu'Mbappé n'avait rien. Il a été absent 3 semaines. Là, il a dit que Courtois a quelque chose. J'avoue, vu ce que d'habitude dit Carlo Ancelotti en après-match, s'il dit déjà que le joueur a quelque chose, c'est que ça sent pas bon. C'est que ça sent vraiment pas bon. Je pense qu'on verra pas Courtois avant la fin de la prochaine trêve qui arrive bientôt, puisque on va parler du résultat de ce match et des prochains matchs. Il reste déplacement à Lille mercredi et match contre Villarreal à domicile samedi. Avant cela, très globalement, très même rapidement, est-ce que tu penses que c'est un bon ou un mauvais résultat ou un résultat moyen au vu du résultat brut, de la physionomie du match également? Comment tu te sens, Tanguy, par rapport à ce résultat du Real Madrid sur un partout? Si je suis sévère, pour moi, c'est un mauvais résultat parce que le Real Madrid n'a pas le droit de se faire égaliser comme ça dans les dernières secondes. On a trop vu ce scénario ces dernières années. On a l'impression que le Real, sans arrêt, euh, voilà, ne corrige pas ses erreurs et poursuit comme ça ses errements dans les dernières secondes de saison en saison. Après, si je suis moins sévère, c'est vrai que compte tenu de la physionomie de la rencontre, on ne peut pas dire que le Real a surdominé, a outrageusement dominé son adversaire ce soir. Une prestation assez insipide des deux côtés. Donc finalement, peut-être que le partage des points est un résultat assez logique ce soir, même si, bon, de facto, le Real Madrid revient à 3 points du FC Barcelone, mais avait l'occasion de revenir à un tout petit point du Barça avant le dernier match de Liga avant la trêve internationale du mois d'octobre contre Villarreal la semaine prochaine. Je viens de remarquer quelque chose, c'est à quel point les statistiques sont équilibrées sur ce match. C'est 51-49 la possession de balle en faveur de l'Atlético, 12 tirs de chaque côté, 3 tirs cadrés, enfin 5 tirs cadrés, enfin pardon, 4 tirs cadrés de chaque côté, donc 3 arrêts des gardiens, puisque moi j'ai les nombres d'arrêts sous les yeux. J'ai vu qu'il y avait eu aussi 5 corners de chaque côté, 11 fautes de chaque côté, 564 passes à 551, 15 tacles de chaque côté. 11 coups francs à 10 pour le Real Madrid, c'est pour te montrer à quel j'ai rarement vu en fait un tel équilibre statistique. C'est C'est fou, symétrique. c'est symétrique totalement là sur SofaScore. Les barres ont la même longueur, c'est beau, c'est satisfaisant à regarder pour le coup. Je pense que le résultat est quand même beaucoup moins satisfaisant au vu du scénario du match à regarder pour le Real Madrid. Je me fais mes transitions moi-même, t'as vu ça, c'est beau. Je pense que, Quel je pense que talent. c'est quand même beaucoup plus dur à regarder pour le Real Madrid ce résultat un partout au vu de la physionomie du match. Je pense qu'avant le match, tu signes pour un partout où tu es au même niveau que l'Atlético. Tu aurais quand même certains problèmes que tu as eu l'an dernier contre l'Atlético également. Je trouve même que le rendu, le contenu de cette rencontre est plutôt positif. Par contre, le résultat, ça fait quand même mal. Ça fait quand même mal. Tu as le Barça qui perd la veille. Tu peux revenir à un point. Oui, c'est ça. À un point, si je dis pas de bêtises,
du Barça qui perd à Osasuna. Là, au final, bah, tu ne profites pas de cette opportunité-là et puis tu mets pas l'Atlético complètement dans le rétro puisqu'ils sont qu'à 2 points du Real Madrid, finalement, pour le moment, les Colchoneros. Effectivement, c'est une occasion perdue, mais si je devais résumer ma pensée, c'est frustrant, mais c'est pas non plus un drame absolu. Surtout que le contenu n'est pas, enfin tout n'est pas acheté dans le contenu, et notamment, je trouve, le pressing, qui était plutôt bon, et la structure de l'équipe, contrairement à ce qu'on avait vu sur ce match-là il y a un an, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'évolution là-dessus, et c'est positif. Sur ce, un long débrief. J'espère que vous avez aimé nous écouter pendant parler pendant environ 25 minutes, si je dis pas de bêtises, pour ce débrief. Dites-nous en commentaire qui est votre homme du match, si c'est Bellingham, comme on est tous un petit peu d'accord au Journal du Real, si c'est quelqu'un d'autre. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Une vidéo de Tchouaméni. Il y a une FAQ aussi qui était partie qu'on avait lancée sur Twitter. Les questions, on va la faire, vous inquiétez pas. Dites-nous en commentaire si vous avez des questions à nous poser pour la FAQ également. Je le dis en fin de vidéo, j'aurais peut-être pu le dire au début, mais en tout cas, dites-nous si vous avez des questions pour apparaître dans la FAQ qu'on va tourner prochainement avec Pablo. Merci à toi Tanguy pour ce débrief avec moi. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Réal. Salut à tous! Salut les amis.